chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en conclave demain au Togo. On enregistre la présence du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Ce sommet extraordinaire porte sur la sécurité et la sûreté maritime et les développements en Afrique. Les chefs d'État africains vont échanger sur l'examen et l'adoption de la charte de Lomé. Tenue à Bamako de la 7e réunion de la commission tripartite Mali-Niger-HCR, une réunion axée essentiellement sur l'évaluation de la situation politique et sécuritaire au Mali. Les forces armées de sécurité reçoivent des matériaux médicaux pour une valeur de près de 500 millions de francs CFA, un geste du département de la solidarité, une donation qui entre dans le cadre du mois de la solidarité. Nous sommes vendredi 14 octobre. Merci de votre présence. Je vous souhaite la bienvenue à ce journal. Bonsoir à tous. D'abord, la lecture de ce communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni en session extraordinaire ce vendredi 14 octobre 2016 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Sur le rapport du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la réforme de l'État, après délibération, le Conseil a adopté 1. Des projets de décret portant nomination des membres de l'autorité intérimaire des régions de Tombouctou, de Gao et de Kidal et du collège transitoire des régions de Taoudéni et de Ménaka. 2. Des projets de décret portant nomination de conseillers spéciaux auprès du représentant de l'État dans les régions de Tombouctou, Gao, Kidal, Taoudéni et Ménaka. L'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger prévoit la mise en place d'autorités chargées de l'administration des communes, cercles et régions du Nord durant la période intérimaire. C'est dans ce cadre que le Code des collectivités territoriales a été modifié par la loi du 10 mai 2016. Les modalités de mise en place des autorités intérimaires sont déterminées par un décret du 18 mai 2016. L'entente du 19 mai 2016 prévoit aussi des collèges transitoires dans les régions de Taoudéni et Ménaka, ainsi que la nomination de conseillers spéciaux auprès des représentants de l'État dans la région. Les projets de décrets adoptés portent nomination des membres de l'autorité intérimaire des régions de Tombouctou, Gao et Kidal et des membres du collège transitoire des régions de Ménaka et de Taoudéni. Il porte également nomination des conseillers spéciaux auprès des représentants de l'État dans ces régions. Les membres des autorités intérimaires et des collèges transitoires sont désignés de façon consensuelle par le gouvernement, la plateforme et la coordination parmi les agents des services déconcentrés de l'État, les membres de la société civile et les conseillers sortants. La mise en place des autorités intérimaires et des collèges transitoires contribuera au renforcement des services sociaux de base dans les régions concernées. Elle contribuera également à la préparation du retour de la réinstallation et de la réinsertion des réfugiés et des populations déplacées. Et c'est après la tenue de ce Conseil des ministres extraordinaire que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a quitté Bamako dans l'après-midi pour Lomé au Togo. La capitale togolaise abrite demain le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement en Afrique. À son arrivée, le chef de l'État a été accueilli par son homologue togolais Faure Gnassingbé. Ensuite, les deux personnalités ont eu un bref entretien d'une vingtaine de minutes. L'arrivée d'autres chefs d'État également, celui du Tchad. Le président de la République arrivé donc au Togo cet après-midi. Et aussitôt arrivé à Lomé pour le sommet extraordinaire de l'Union africaine, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a accordé une audience au ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Les deux personnalités ont évoqué les questions liées à la sécurité et au développement.
Voilà. Le président de la République et le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Audience accordée au ministre français de la Défense par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, tout juste arrivé à Lomé. De quoi sera-t-il question lors de cette rencontre de Lomé? Sachez d'abord que depuis lundi dernier, dans la capitale togolaise, les experts et les ministres de la Sécurité et de la Sûreté maritime et le développement en Afrique étaient en conclave, ceci afin de baliser le terrain avant la rencontre des chefs d'État de l'Union africaine prévue pour demain. À leur réunion, ces chefs d'État et de gouvernement vont échanger sur l'examen et l'adoption de la charte de Lomé. Le document, une fois adopté, permettra d'harmoniser les instruments juridiques en vue de mieux lutter contre l'insécurité maritime. À quelques heures de l'ouverture de cette rencontre de haut niveau, voyons les enjeux avec nos envoyés spéciaux à Lomé, Abdul Salam Bambara et Bourama Traoré. Le sommet extraordinaire de l'Union africaine à Lomé a d'abord un enjeu sécuritaire. Sécurité et sûreté maritime pour être précis. Le constat de l'UIA, initiatrice de la rencontre, est on ne peut plus édifiant. L'espace maritime sert aujourd'hui des trafics de tout genre. Piraterie, immigration clandestine, pêche illégale ou encore trafic d'armes et de drogue. Il s'agit donc de cerner les causes profondes de ces actes criminels et d'y remédier de façon durable et viable. Une urgence quand on sait que les routes commerciales de l'Afrique sont en grande partie maritimes. Une autre évidence, sans sécurité, point de développement des échanges commerciaux, disons du développement tout court. Le second enjeu du rendez-vous de Lomé est donc économique. Comment conserver, surtout exploiter de manière durable les mers et les océans pour un développement harmonieux et la prospérité du continent? La question sera au cœur des échanges des chefs d'État et de gouvernement. La rencontre, qui est une première dans la sous-région, se penchera aussi sur la stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans à l'horizon 2050. Cette stratégie, adoptée en 2014 à Addis Abeba, est assortie d'un plan d'action. Il s'agit de la rendre plus opérationnelle au regard de l'intensité et du caractère multiforme que prennent les actes illicites au niveau de l'espace maritime. La principale conclusion attendue de ce sommet extraordinaire de l'Union africaine est l'adoption d'un projet de la charte de Lomé par les chefs d'État, de quoi contribuer à faciliter l'harmonisation des instruments juridiques et le renforcement des moyens de lutte contre les fléaux. Et nous avons ce message de félicitations du président de la République à Antonio Guterres, secrétaire général élu des Nations Unies. Votre brillante élection par l'Assemblée générale des Nations Unies au poste de secrétaire général de notre organisation commune m'offre l'heureuse occasion de vous renouveler mes très vives et chaleureuses félicitations. Cette ultime étape est le juste couronnement de la longue et riche carrière de l'homme d'État que vous êtes dans l'accomplissement de la très haute et délicate mission que vous entamez. Je puis vous assurer du plein soutien et de l'accompagnement de la République du Mali. Je vous prie d'agréer, Monsieur le secrétaire général élu, en même temps que mes vœux ardents de succès, les assurances de ma très haute et cordiale considération, signé Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. C'est notre capitale qui a abrité la 7e réunion de la commission tripartite Mali-Niger-HCR. Une réunion qui était axée, entre autres, sur l'évaluation de la situation politique et sécuritaire au Mali, l'état de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la signature des documents avec le communiqué final de la 7e réunion de la commission tripartite. Assa Soumaré, les explications. Cette 7e réunion entre le Mali, le Niger et le HCR permet de renforcer les stratégies pour le retour des réfugiés maliens. Malgré les avancées significatives observées sur plusieurs fronts pour établir la paix, divers défis restent à être relevés, dont notamment l'accès à l'espace humanitaire, la sécurisation des axes empruntés par les rapatriés et la sécurisation des zones de retour. La réunion discutera du retour volontaire des réfugiés maliens, mais il sera également question d'autres sujets. De janvier à septembre 2016, c'est au total 7313 Maliens en quête d'asile ont été dénombrés. Ceci démontre, si les besoins, combien la situation au Mali est source de préoccupation et qu'à ce titre, elle doit interpeller la communauté internationale.
Je profite de cette heureuse circonstance pour saluer l'engagement à nos côtés, les organisations sous-régionales et internationales qui a permis de renforcer nos efforts pour sauvegarder l'unité nationale et accélérer le retour de la paix. À l'issue des travaux, différentes recommandations ont été formulées. La représentante de l'UNHCR au Mali a félicité les deux gouvernements pour leur engagement en faveur de la protection des réfugiés maliens vivant au Niger et à la recherche active de solutions durables à leur situation. Elle a réitéré l'entière disponibilité de l'UNHCR à soutenir les efforts dans le cadre du processus de rapatriement volontaire. Une minute de silence a été observée en la mémoire des militaires nigériens assassinés par des bandits armés dans le camp des réfugiés de Tazalit au Niger. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Salif Traoré, a présidé la session du Conseil supérieur de la police nationale. Au centre des échanges, la relecture des textes et décrets pouvant améliorer les conditions de vie et de travail des agents de la police nationale et même de ceux qui ont déjà fait valoir leur droit à la retraite. La session proprement dit a pour but d'apporter des innovations dans les conditions de sécurisation des personnes et de leurs biens. Et c'est Fademba Keïta qui nous en parle. Cette session des membres et suppléants du Conseil supérieur de la police nationale s'inscrit dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité enclenchée par les plus hautes autorités du pays. L'espace vise à clarifier les missions, les positions des fonctionnaires et à déterminer les conditions d'organisation et de fonctionnement de la police. Corriger les insuffisances est la première mission du Conseil. Au niveau de la loi portant statut des fonctionnaires de la police, il y a un certain nombre d'insuffisances. Par exemple, la non-prise en charge médicale totale des fonctionnaires de police en cas de blessure ou de maladies graves contractées, service ou à l'occasion du service. Le droit à l'avancement d'échelon pour les fonctionnaires de la police nationale ayant atteint la limite d'âge et qui remplissent les conditions. La gestion de l'exercice du droit syndical qui a accordé aux fonctionnaires de la police face aux besoins de sécurité et de continuité de l'État. L'apparition de nouvelles formes de criminalité, notamment le terrorisme, le trafic de drogue et la cybercriminalité, impose qu'on donne à la politique sécuritaire de nouvelles orientations. Certains services, certaines unités dont les missions sont essentielles pour l'État. Les principales innovations vont porter sur la création de groupements mobiles de sécurité, des compagnies de circulation routière, avec cette fois-ci des développements au niveau des régions, la création du groupement d'intervention de la police nationale, GIPN, et les modifications de dénomination de certains services rattachés. Le préalable de ces orientations passe par l'adoption des textes adéquats et adaptés. Les conclusions issues des échanges doivent doter la police nationale d'instruments juridiques appropriés pour mener à bien ses missions de protection des personnes et de leurs biens. Fin du colloque sur la radicalisation et l'extrémisme violent au Sahel. La centaine de participants venus des pays du G5 a formulé des recommandations pour une meilleure coordination de la lutte contre le fléau. A noté que la réunion était coprésidée par le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine et le secrétaire permanent du G5 Sahel. Fatoumata Kouné, reportage. Les trois ténors qui coprésident la conférence ont chacun une expérience des conséquences du phénomène de radicalisation et de l'extrémisme, un partage dans la zone sahélo-sahélienne. Des personnalités qui défendent chacune leur approche de solution. Les solutions ne viennent pas seulement des États, que les autres acteurs de la société ont un rôle. On a beaucoup parlé par exemple du rôle des religieux, des imams, parce que la radicalisation exploite beaucoup la manipulation du message religieux. Nos États sont parvenus à avoir un partenariat de coopération en matière de sécurité, dont l'objectif est de créer un réseau sécurisé d'échange d'informations entre nos États qui est en train de fonctionner avec l'appui de l'ONUDC. C'est une avancée extraordinaire. Avec nos amis de Barkhane, nous avons une charte de partenariat militaire de coopération transfrontalière. Aujourd'hui, nos armées se connaissent, nos armées travaillent ensemble. Nous sommes à la préparation de la 14e opération de coopération transfrontalière. Tribune d'échange sur la question certes, mais occasion opportune pour faire des suggestions à la presse. Les médias et tout le monde, on donne trop d'espace. Malheureusement, à ces groupes, on fait pratiquement leur promotion. Nous devons travailler en partenaire. Nous devons tous essayer de véhiculer les messages de tolérance.
Nous devons véhiculer des messages qui aident les uns et les autres à aller vers plus de modération. Les journalistes sont aussi des citoyens. Nous avons tous une responsabilité. Donc nous devons vraiment pouvoir jouer chacun notre rôle. Le colloque de Bamako a déploré la mauvaise utilisation des réseaux sociaux avant de recommander l'élaboration de stratégies de lutte contre la radicalisation des femmes. On tient depuis hier des travaux sur la décentralisation au Mali. C'est à la faveur d'une conférence marquée par 3 communications. Il s'agit de communications relatives au transfert des ressources aux collectivités, de la mutualisation des pratiques et enfin de la décentralisation en tant que réforme de société. Youssouf Diakité, les détails. Il s'agissait pour les conférenciers d'édifier l'assistance sur comment la décentralisation constitue une opportunité de développement pour les pays africains en général. C'est pourquoi le thème conducteur était basé sur la décentralisation et moi. Les experts ont également expliqué de long en large la vision commune africaine de la décentralisation. L'État unitaire centralisé ne permet pas vraiment au particularisme et aux tendances électorales locales de s'exprimer. Au début des années 90, les revendications populaires ont marqué un tournant décisif dans la gestion de la chose publique. C'est-à-dire que c'est des populations qui ont demandé la décentralisation parce qu'elles n'étaient pas satisfaites de la forme de l'État qui prévalait. Les illustrations n'ont pas manqué pour expliquer à l'assistance que la décentralisation constitue aujourd'hui le moteur du développement local. Depuis qu'on a commencé la décentralisation en 1999, il y a eu beaucoup d'hésitations, beaucoup de tergiversations. Mais malgré cela, il y a eu un bond quantitatif et qualitatif au Mali en termes d'infrastructures. Il est impossible d'échapper à la réforme de décentralisation. Le jour où on a créé une agence qui s'appelle l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales, le président Konaré m'a remis mon décret de nomination et la loi portant création de l'agence. Débrouillez-vous, monsieur le ministre, c'est tout ce que je peux faire pour vous, mais il faut que la réforme ait lieu. Donc on a décentralisé au Mali avant même les transferts de compétences. Le Mali a 20 ans de combat pour asseoir une véritable politique de décentralisation avec des acquis, mais avec beaucoup d'autres défis à relever. Dans le cadre de l'organisation de l'élection législative partielle dans la circonscription électorale de Tounian, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la réforme de l'État rappelle aux partis politiques et candidats indépendants que la date limite de dépôt des candidatures est fixée au jeudi 20 octobre 2016 à minuit. Le ministre comptait sur la bonne compréhension de tous. Mois d'octobre, mois de la solidarité, le département de la solidarité au chevet des forces armées de sécurité et il vient d'offrir gracieusement des matériaux médicaux pour une valeur de près de 500 millions de francs CFA à nos forces armées et de sécurité. Ce geste du département rentre dans le cadre de l'amélioration du plateau technique des infirmeries des forces armées. Les ministres Konaté et Maïga ont présidé la cérémonie de remise, nous dit Adama Koulibaly. Toutes les couches sociales peuvent bénéficier des actions humanitaires du département de la solidarité. 22e édition du mois de la solidarité, les forces armées étaient bien sur la liste des bénéficiaires de l'aide du ministère de la solidarité. Les infirmiers des garnisons seront dotés de matériels médicaux. Au ministre de la Défense et des anciens combattants a été remis, des mains de son homologue de la solidarité, plusieurs équipements de valeur. C'est là pour améliorer le plateau technique dans les infirmeries des garnisons des FAMA. La liste des 10 équipements et matériels médicaux est composée de mobilier de bureau, de matériels médicaux, d'équipements de blocs pour les petites chirurgies, d'équipements de laboratoire, d'équipements d'imagerie médicale. Le coût de ces équipements et matériels médicaux s'élève à 549 114 476 francs CFA. Pour réussir le geste, le département de la solidarité a reçu l'appui de la Caisse nationale d'assurance maladie obligatoire. La Caisse nationale d'assurance maladie met à la disposition des structures sanitaires des forces armées, notamment des infirmeries des garnisons militaires, de la gendarmerie nationale, de la garde nationale, du mobilier, du matériel et divers équipements sanitaires acquis sur le budget propre de la CANAM, en vue d'améliorer la qualité de leurs prestations sanitaires. Cet événement annuel vient périodiquement comme une réponse à l'effritement progressif
de certaines valeurs, les valeurs traditionnelles, comme l'entraide, comme la solidarité. C'est aussi une occasion renouvelée pour l'État d'insuffler une dynamique nouvelle à la solidarité de proximité dans notre pays. La cérémonie de remise s'est déroulée devant le parrain du mois, Monseigneur Jean Zerbo, entouré par plusieurs autres personnalités du pays. Oui, Adama, la cérémonie s'est déroulée en présence du parrain du mois, Monseigneur Jean Zerbo. Direction la France, où la visite de travail du président de la Cour constitutionnelle se poursuit à Paris. Manassa Danyoko a parafé un projet de protocole de partenariat avec le laboratoire Force du droit de la faculté de droit de l'Université de Paris 8. Maganfin Konaté, correspondance. En plus du rôle de juger et d'interpréter, la Cour constitutionnelle du Mali, sous la direction de Manassa Danyoko, veut ajouter le rôle pédagogique à sa mission. Le présent protocole a pour but de renforcer les compétences des membres de la Cour et contribuer à une meilleure vulgarisation des décisions des 9 sages du Mali. En un premier temps, il sera question de colloques et de séminaires de formation, puis il s'agira d'orienter des projets d'études des étudiants ou chercheurs sur la pratique du droit constitutionnel au Mali. Une bonne tradition ici de droit comparé, donc on est intéressé pour travailler effectivement sur des systèmes juridiques étrangers. Et c'est encore plus intéressant quand ces systèmes juridiques sont en rénovation, sous la forme de mémoire, pourraient être réalisés, même sous la forme de doctorat après sur des sujets plus ambitieux. Cette démarche relève d'un courage assumé des 9 sages qui entendent rendre les décisions de la Cour accessibles au commun des Maliens. Ça va parler de formation, de conférences, de colloques. Donc c'est tout à fait un sujet précis pour une conférence, un sujet précis pour un colloque. On vient au débat de ça pendant une journée, 2 journées, et puis on en fait un extrait des parties qui peuvent intéresser les populations. On les passe sur le site. Ce ne sera pas aussi simple qu'on le croit, mais on va sortir un peu du charabia juridique pour mettre à la disposition des populations comment il faut comprendre. Aussi, Manassa Danyoko et ses collègues entendent faire évoluer l'image de la gardienne de notre loi fondamentale. Cette alliance scellée, l'Université Paris 8 et la Cour constitutionnelle du Mali conjuguent désormais au futur la modernisation du droit constitutionnel malien en s'inspirant de plusieurs expériences. Abuja, la capitale nigériane, vient d'abriter la session budgétaire du Parlement de la CEDEAO. L'ensemble des députés représentant le Mali ont pris part à la session. Chaque délégation a présenté un rapport sur la situation de son pays, l'état de mise en œuvre des textes et programmes communautaires, notamment la situation des droits humains. Le commentaire de Mohamed Ould Mamouni. Exercice de haute portée démocratique pour la délégation malienne. Ces interventions ont porté sur les aspects sécuritaires, surtout le processus de paix et la relance économique en cours au Mali. Sur le processus de paix, la délégation a évoqué le renforcement du mandat de l'aménagement. Malgré tout, la situation sécuritaire n'est pas très satisfaisante. Cette nouvelle vague de violence retarde ainsi l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation. Cette situation crée également un sentiment de scepticisme au sein de l'opinion publique malienne, souligne le rapport présenté par les députés maliens au Parlement de la CEDEAO. Ces élus ont invité l'organisation ouest-africaine à s'impliquer davantage dans le processus de paix en cours pour son aboutissement, notamment à travers la mobilisation des partenaires pour le financement des actions de développement. Suite à cette présentation, il a été recommandé au Parlement communautaire d'envoyer une mission parlementaire d'information au Mali en vue d'identifier les contraintes dans l'application de l'accord de paix et de réconciliation et d'aider le pays à recouvrer de manière effective sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Cette mission est attendue incessamment pour appuyer les efforts en cours. Par ailleurs, la délégation malienne a profité de cette opportunité pour féliciter le gouvernement nigérian qui a affecté à l'ambassade du Mali une parcelle de terrain pour la construction du bâtiment devant abriter la chancellerie de l'ambassade du Mali à Abuja. Et sachez qu'à l'invitation de son homologue président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, le président de l'Assemblée nationale du Mali quitte Bamako ce soir
pour Ankara. L'honorable Issaka Sidibé prendra part aux travaux de la 36e réunion du comité exécutif de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI UPCI. Cette rencontre statutaire se penchera notamment sur le rapport du secrétaire général de l'Union, l'état de mise en œuvre des résolutions adoptées lors de la 11e conférence des présidents du Parlement tenue à Bagdad. Elle fera aussi le point des préparatifs de la 12e conférence de l'UPCI que le Mali abritera en janvier 2017. Point de presse du Conseil supérieur de la diaspora malienne CSDM, une rencontre qui se tient à l'issue de la visite de la chancelière allemande au Mali. Objectif, encourager la politique migratoire du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta et saluer la visite d'État de la chancelière allemande. Fatoumata Kone nous fait le point. Près de 28 000 Maliens vivent en Allemagne selon le Conseil supérieur de la diaspora malienne, un nombre appelé à augmenter. La question de l'immigration s'est imposée dans les échanges lors de la visite d'État de la chancelière allemande. En Europe, Angela Merkel est considérée comme la championne de la défense des immigrés. Les dernières élections, elle a même eu un peu de difficulté parce qu'elle a défendu les immigrés. Ce n'est pas les immigrés africains, mais c'est des immigrés tout court. Madame Angela Merkel ne fait aucune différence entre un immigré arabe, noir ou blanc. Donc nous, ça nous réduit à plus d'un titre, qu'elle soit venue au Mali. Véritable opération de communication autour des réalisations du CSDM. Cette conférence est un exercice qui permet aux membres de proposer des solutions de lutte contre les phénomènes. Il faut une implication d'une façon concrète. Il faut investir dans le développement des infrastructures de base. Nous voudrons prendre une région ou une ville comme exemple, pour dire si on a réussi à faire ça ici, on peut faire ça ailleurs. Mao disait le plus long chemin commence par le premier pas. Donc nous voudrions que le développement du Mali passerait certainement par l'aide aux immigrés. L'association a également présenté un communiqué sur la situation migratoire du Mali avant de saluer les initiatives du gouvernement malien et adresser ses remerciements à l'Allemagne dans le cadre du développement humain durable. Tenue d'un atelier de finalisation du plan d'action environnementale et de développement durable de la CMDT, il en ressort quelques idées fortes, notamment la mise à disposition de 100 000 hectares pour la culture de coton bio et la prise en compte de la dimension environnement dans toutes les activités de la CMDT. Une nouveauté, nous dit Suleiman Kenza Sidibé, puisque la CMDT s'est dotée d'une direction de l'environnement. Rendre fonctionnel le binôme le développement durable et l'environnement, tel est le credo, voire l'espoir des responsables de la CMDT à travers le plan de sauvegarde environnementale. Les responsables perçoivent dorénavant le développement durable à l'aune d'un environnement sain pour les producteurs et pour les produits qui affectent nos vies au quotidien. Ainsi, l'on vise à renforcer les connaissances et les capacités dans le domaine environnement, l'agriculture et le développement durable. Créer au sein de la CMDT une direction qui va prendre en charge l'environnement, la gestion de l'environnement, est une très bonne initiative. Vous savez que la CMDT est créée il y a très longtemps. On avait besoin de cette direction-là au sein de la CMDT. Qui parle de la culture du coton parle de l'utilisation des substances chimiques dangereuses, et particulièrement les pesticides. Quand on parle de pesticides, on parle de la contamination du sol, on parle de la contamination de l'écosystème, on parle de la pollution de l'air. La CMDT mise donc sur des alternatives débouchant à terme sur une utilisation à moindre échelle des pesticides. La culture du coton bio est envisagée et bientôt 100 000 hectares seront aménagés à l'office du Niger à cet effet. Coton bio, et nous sommes en train d'y expérimenter et faire en sorte que le grand projet de coton culture irriguée que nous allons mettre en œuvre avec l'office du Niger très prochainement pour environ 100 000 hectares puisse donner place à la culture du coton bio qui va se vendre encore mieux, pas en termes de rentabilité mais en termes d'impact sur la santé des hommes et des femmes au niveau de l'environnement de cette culture-là. Le plan de sauvegarde environnementale s'attache à restaurer la fertilité des sols en zone CMDT, réduire les risques et dangers liés à l'utilisation des pesticides, prévenir les effets néfastes des stocks de pesticides obsolètes. À terme, il s'agira d'élaborer un cahier des charges environnementales applicable dans la zone CMDT.
Restons dans le domaine pour parler du défi à relever pour l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, APECAM, concernant la qualité des intrants, engrais et semences. La structure vient de mettre en place une plateforme nationale de contrôle de qualité des intrants au Mali. Le projet est appuyé par le groupe d'action politique Marché. Salimata Dao, compte rendu. Au Mali, la faiblesse du mécanisme et du dispositif de contrôle de qualité des intrants aux frontières et à l'intérieur du pays est bien une réalité. Ce sont là les propos du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali. À cet effet, il faut une instance qui va appuyer les structures nationales en charge du contrôle. Ce projet a été proposé par le groupe d'action politique Marché à l'Alliance pour une révolution verte en Afrique. Il a reçu l'accord de financement lors de la session du comité de subvention d'Agra en décembre 2015. La plateforme que vous allez mettre en place aujourd'hui se doit d'être inclusive. Autrement dit, elle doit être le lieu de rencontre et de travail des producteurs et des opérateurs d'intrants, quelle que soit leur envergure dans l'activité. Avec des intrants de qualité, le Mali se mettra à l'abri de l'insécurité alimentaire grâce à l'augmentation continue de la productivité agricole. C'est nécessaire aujourd'hui de mettre cette plateforme parce que l'agriculture ne peut pas avancer sans les semences, sans la qualité des intrants. Et il y a des différents groupes de fournisseurs aujourd'hui, ceux qui fabriquent l'engrais et ceux qui distribuent l'engrais. Donc, dans le cadre même de l'UNOA, ils ont compris que dans toute l'Afrique, il faut que tous les fournisseurs et les semenciers soient ensemble, faire une plateforme et faire un bureau où il y a des décideurs qui vont parler au nom des autres. Participants de cette assemblée générale constitutive de la PECAM ont mis en place le bureau de la plateforme. L'équipe va aider le Mali à conquérir les marchés de la sous-région. Avec cette plateforme, les acteurs du monde agricole espèrent la mise en place diligente de la loi et de la politique sémencière du Mali, entre autres. Et nous vous informons que le cinéaste malien Souleymane Cissé est au Festival international du film de Busan, deuxième ville de Corée du Sud, créé en 1996. Il est considéré aujourd'hui comme le plus important festival international du film en Asie. Le festival comporte différentes sections consacrées aux courts et longs métrages de fiction et aux documentaires. Et Souleymane Cissé, notre compatriote, est le premier africain à être président du jury à ce festival en Asie. C'est demain, 15 octobre, la journée internationale de la femme rurale. Au Mali, le thème retenu pour cette édition est « Femmes rurales, changement climatique et sécurité foncière des exploitations agricoles ». Sangaré Oumouba, le ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, nous parle de cette journée elle s'adresse au micro de Agibou Koulibaly. Chers compatriotes, au Mali comme dans les autres pays en développement, les femmes rurales sont confrontées à de sérieux problèmes fonciers. Elles ne sont pas propriétaires de terres et les parcelles qu'elles mettent en valeur leur sont souvent retirées. Elles souffrent également des difficultés d'accès aux intrants, au crédit, aux services de vulgarisation, à l'eau, à l'électricité. Elles constituent une forte main-d'œuvre agricole dans nos pays, où elles sont profondément affectées par les changements climatiques. Le choix du thème de l'édition 2016 de la Journée internationale de la femme rurale découle de l'engagement de la communauté internationale et notamment de celui du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Engagement pris lors du sommet des Nations Unies sur le développement durable en septembre 2015. Une autre journée mondiale mise à profit pour inverser les tendances. Il s'agit de celle dédiée à la vue. L'Organisation mondiale de la santé a en effet décrété le deuxième jeudi du mois d'octobre, journée mondiale de la vue. Le ministère de la Santé, à travers cette journée, sensibilise l'opinion publique aux problèmes liés à la cécité et aux déficiences visuelles. Mariam Sagara, reportage. Pour l'édition 2016, le thème « La santé oculaire universelle » est un profit pour toutes les populations dans la lutte contre la cécité. Pendant la semaine, des consultations s'effectueront largement pour mettre à l'abri les Maliens contre la cécité et diverses déficiences visuelles. C'est une journée placée sous le signe de la mobilisation de l'information du grand public
mais aussi des décideurs aux causes principales des affections qui sont responsables de la cécité. Au niveau global, près de 285 millions de personnes qui présentent une déficience visuelle, lesquelles 39 millions d'entre elles sont aveugles et 246 millions présentent une baisse de l'acuité visuelle. Près de 90% de celles qui présentent une déficience visuelle vivent dans des pays à faible revenu et 82% des aveugles sont âgés de 50 ans et plus. C'est dans le cadre de l'initiative 2020 que les autorités de la santé s'attellent à l'élimination de la cécité au Mali. Au Mali, la cécité représente non seulement un véritable problème de santé publique, mais aussi socio-économique. La prévalence est estimée à 1,2%, ce qui correspond à 214 000 non-voyants. Les principales causes de cécité sont la cataracte, le glaucome, le trachome, les opacités cornéennes, les vices de réfraction et les complications oculaires liées à l'onchocercose. L'OMS, à travers sa représentation, promet de coordonner les efforts pour réduire les déficiences visuelles et éviter la cécité chez les populations au Mali. Autre célébration demain, 15 octobre, c'est la journée du lavage des mains au savon, un geste qui sauve des vies. Notre pays, vous vous en souvenez, a adhéré à la pratique et se joint ainsi à la communauté internationale pour célébrer l'événement. Pour cette 9e édition, je vous propose d'écouter le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Marie-Madeleine Toko, au micro de Salimata Dao, nous parle des acquis et des perspectives de cette pratique salvatrice. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre demain, 15 octobre, la journée mondiale du lavage des mains au savon, édition 2016. Son objectif est de sensibiliser les populations sur l'importance de la pratique du lavage des mains au savon pour prévenir les maladies et sauver des vies. Car il est établi depuis bien longtemps que les mains souillées constituent des véhicules essentiels dans la transmission des maladies telles que le choléra et les autres maladies diarrhéiques, du fait qu'elles sont facilement contaminées par les microbes. Il en est de même pour la maladie à virus Ebola, la poliomyélite, le trachome, certaines infections respiratoires et de la peau. Le lavage des mains au savon est une pratique d'hygiène simple et indispensable. À la fin de ce journal, l'intégralité des messages du ministre de la Santé et de la Femme. Et justement, en prélude à la journée mondiale du lavage des mains, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et la Direction nationale de la Santé ont organisé une conférence de presse avec pour but d'informer la population sur les avantages du lavage des mains. Rachel Tessougué était présente. Faire du lavage des mains une habitude, c'est le thème de l'édition 2016 de la Journée mondiale du lavage des mains au savon. Cette conférence de presse vise à sensibiliser les populations sur l'importance du lavage des mains pour qu'il devienne un réflexe afin de prévenir les maladies et de sauver des vies. Les impacts de cette sensibilisation sur la santé publique sont de plusieurs ordres. C'est la réduction de l'incidence, par exemple, des maladies diarrhéiques chez les enfants, même chez les adultes. La réduction de l'incidence des maladies respiratoires, la réduction de l'incidence des maladies de la peau, des maladies des yeux. Pour cette journée, plusieurs activités sont prévues. Il y aura la dispensation d'une leçon modèle dans toutes les écoles primaires fonctionnelles du pays. Il y aura également la dotation des écoles et des établissements de santé en ouvrages d'assainissement tels que les points d'eau potable, les latrines et les postes d'eau potable. Le lancement de la Journée mondiale du lavage des mains au savon édition 2016 aura lieu le 15 octobre à l'école fondamentale de Lassa, en commune 4 du district de Bamako. Et nous allons terminer ce journal par cette triste nouvelle. Combattante de première heure, combattante de tous les temps,
de la cause des femmes en général, des Maliennes en particulier. Fatmata Siré Diakité a perdu son dernier combat face à la mort. La présidente de l'APDF n'est plus ancien ambassadeur du Mali en Allemagne. Elle a rendu l'âme à Paris ce vendredi 14 octobre. Et nous avons ces communiqués du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, ainsi que du ministère de la Justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux. Les deux ministères ont appris avec tristesse le décès de Mme Fatmata Siré Diakité, la présidente de l'Association pour la promotion et la défense des femmes, APDF, ce vendredi en France. Militante infatigable des droits de la femme, le Mali perd une grande dame totalement dévouée à la cause des femmes maliennes. La lutte syndicale qu'elle a menée s'inscrivait dans le combat pour les libertés, la justice et l'éclosion démocratique. Au-delà de ce combat qu'elle s'est assigné, elle fait partie des animateurs du mouvement démocratique de 1991. Madame Fatmata Siré Diakité était toujours là quand il s'agissait du combat pour la vérité, la justice, source de la création de l'APDF pour la liberté et la promotion des femmes. À sa famille, à l'ensemble de la société civile malienne, notamment les organisations féminines, les ministères de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et le ministère de la Justice présentent leurs condoléances les plus attristées et prient pour le repos de l'âme de la défunte. Dort en paix l'infatigable défenseur des droits de la femme. Et le Mali surtout, les femmes viennent de perdre une lionne des luttes d'émancipation, qui son âme repose en paix. Amen. Merci Tanti de nous avoir appris à nous affirmer et à nous battre. Dort en paix. Et c'est tout pour cette édition. Retrouvez demain 13h à Maram Ali Diallo, à 20h à Ouitouré. Grand merci à nos téléspectateurs de Sokodé, Kara et Lomé, c'est au Togo. Bonsoir à tous.